bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Le programme du jour, la victoire ric-rac, et non pas la défaite comme j'ai écrit dans mes notes, du Paris Basketball contre la Lanterne Rouge Fos-sur-Mer. Un succès très court de 3 points, 100 à 97. Alors, on va pas se mentir, c'était pas fou, c'était pas beau, mais les Parisiens s'en sont finalement sortis dans les derniers instants de la partie. On va revenir en détail sur ce match qui a donc eu lieu en semaine, mercredi 5 avril. Et pour m'accompagner, c'est celui qui ne croit pas aux playoffs, mais qui s'est quand même levé après le deuxième tir à 3 points d'Axel Toupane. Comment vas-tu, Antoine? Salut Fabien, salut à tous. Est-ce que tu as des preuves que je me sois levé? Ah, j'ai pas de preuves, je regarderai peut-être sur la LNB TV si on te voit vraiment sauter de joie Merci, ou ça me de, sauve. ou de stupéfaction peut-être après ce moment magique que nous a offert Axel, touché par la grâce, dirons-nous. Plus sérieusement, on va démarrer du coup ce podcast de débrief euh, qui a été un match donc un peu de la peur, qui a été très important en vue du maintien, parce que Paris affrontait donc Fos-sur-Mer, 18e de BTK, qui n'avait remporté que 8 matchs depuis le début de saison, qui avait un calamiteux bilan à l'extérieur de 2 victoires pour 10 défaites avant de se déplacer à la Carpentier. Le contexte du match, on va y revenir un petit peu. Deux joueurs absents, Kyle Holman Jr., donc, qui se remet de sa blessure à la cheville, et vous avez appris là cette semaine qu'il avait été opéré il y a quelques semaines, je crois que c'est il y a 3 semaines ou un mois. Donc il se remet tout doucement. Apparemment, il va revenir bientôt, mais bon, on va pas non plus croire le club là-dessus, vu le nombre de fois où ça a été repoussé. Joan Bégarin, lui, a été aussi mis au repos après une douleur au dos survenue après un contact contre le Portel. Et puis, l'absence un peu surprise, c'est l'absence de surprise de Will Weaver, qui a été, en tout cas, retiré du banc pour ce match, qui a dû prendre un rapport probablement après son expulsion contre le Portel. Donc c'était bienvenu Kindoki qui était à la baguette. En face, Fos-sur-Mer, petit retour, on va en parler un tout petit peu, de Milan Barbic, l'ancien parisien. Bref, maintenant que le contexte est posé, Antoine, je vais te demander, on a vu un match très serré, il y a eu 42 changements de leader, donc c'est énorme. Est-ce qu'on ne retient pas plutôt pourtant là le résultat obtenu que la manière de l'obtenir? Totalement, totalement, parce qu'au final, le Paris Basketball a obtenu le résultat dans les derniers instants, hein. Donc, ça a été très, très, très serré jusque dans le dernier quart, hein, jusque dans le dernier quart et même jusque dans les dernières minutes avant que Paris, vraiment parvienne à débloquer la situation. On va rentrer dans le détail, au fur et à mesure, mais le Paris Basketball, je trouve, a beaucoup couru aussi derrière le score. Bon, comme tu l'as dit, il y a eu des changements de score, enfin, là, c'est pléthorique, hein, à ce niveau-là, mais on a quand même beaucoup vu un Paris Basketball subir les petites crises de Fos-sur-Mer, qui a fait une belle rencontre, j'ai trouvé, qui a bien provoqué, qui a bien challengé les Parisiens et les Parisiens qui ont su se remettre en question. Mais voilà, c'est pas on n'a pas vu une équipe du Paris Basketball extrêmement rassurante sur l'avenir. Même si on va se concentrer sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et la victoire est au rendez-vous. Et ça aurait, enfin, on aurait pu faire, comme tu l'as dit sur tes notes, on aurait pu faire un podcast de la défaite du Paris Basketball juste sur les 3 dernières minutes de la rencontre, clairement. Oui, tu le dis, un match qui aurait pu donc se jouer enfin, se terminer par une défaite du Paris Basketball. Là, si on reprend un peu les mots de Rémi Valland en conférence de presse d'après-match, euh, il- Paris a gagné sur des détails. Euh, Paris a gagné parce qu'ils avaient des joueurs de grande classe, c'est les termes qui ont été un peu cités. Et puis bon, tant qu'on y est, on va peut-être revenir un peu sur ces détails en question. Rémi Valland notamment fustige un peu son pivot là, qui loupe un, un lay-up tout fait, tout donné par la défense parisienne. Il reste à 3 minutes, quelque chose comme ça dans le match. Il y a cette faute de Stephen Brown sur Axel Toupane qui va donner 3 lancers francs, qui lui a fait arracher ses cheveux, le peu de cheveux en tout cas qui lui restait à Rémi Valland. Antoine, est-ce que pour toi ça se joue sur des détails, ou alors Paris avait peut-être pris l'ascendant euh, au fur et à mesure de cette deuxième mi-temps? Disons que les détails, je comprends totalement ce qu'a voulu dire Rémi Valin et qui a reconnu d'abord l'aspect combatif de ses joueurs, mais je comprends ce qu'il voulait dire là-dedans. Je serais un peu plus nuancé d'un point de vue d'observateur et pas d'acteur comme Rémi Valin peut l'être. Disons que Paris s'est permis à réussir par des momentum, par des coups, enfin des coups de chance, des shoots vraiment efficaces dans des moments opportuns, à
empêcher, Fos de vraiment se relancer dans le match. C'est-à-dire que je trouve, tu l'as cité brièvement, mais Stephen Brown était vraiment, extrêmement important pour ces joueurs de Fos-sur-Mer. Il a fait une très, très belle rencontre, hein, 31 d'évaluation, 24 points, pardon et 5 interceptions notamment, si je me trompe pas de ligne. Non, c'est la bonne mais au final, il y a eu ce moment où Paris a réussi par son jeu et pas par, des polémiques de faute ou des potentielles polémiques de faute, à permettre de hausser son niveau et de prendre un avantage peut-être pas mental, mais un avantage technique, un avantage vraiment purement sportif, que ce soit dans du shoot, vraiment avec beaucoup, beaucoup de réussite. Il faut l'admettre. On en parlera peut-être un petit peu plus, mais Toupane a eu rentré des tirs qui sont les mêmes que d'habitude, mais qui très souvent d'habitude ne rentrent pas, qui sont rentrés ce soir. Après, tout ce qui va être de l'ordre des fautes non sifflées qui peuvent être discutables, il y a aucun problème là-dessus. C'est plus de l'ordre du mental, parce que ça a peut-être fait reculer, Faust et ça les a empêchés de vraiment revenir ou rester dans le match. Il y a, un point qu'on n'a pas encore soulevé et qu'il faut soulever sur ce match. Bon, alors on l'a dit, pas de Will Weaver, et je voulais te demander, est-ce que le ballon a mieux tourné en attaque? Parce qu'il y a une stat qu'il faut souligner, c'est 23 passes décisives contre seulement, combien de ballons perdus? 11. Ça fait, c'est un ratio qu'on n'a pas vu à Paris depuis, je sais même pas si on l'a vu cette saison, ce genre de ratio, passes décisives, ballons perdus. Est-ce que qu'est-ce qui a été fait pour que Paris puisse avoir justement ce ratio et être capable en fait de perdre très peu de ballons, seulement 3 pertes de balles à la mi-temps. Alors il y avait que 2 points d'avance, à la pause, mais on voyait peut-être que, heu Paris en tout cas gênait, Fos par son utilisation du ballon en attaque. Tu l'as très bien dit, après qu'est-ce qui a permis à Paris de si bien est-ce que le ballon a mieux tourné? Pardon. Moi je trouve que oui. Après au final, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ça a été, ben, l'utilisation, extrêmement, forte et imposante de Tyrone Wallace. Bon, on a l'habitude, hein, de le voir beaucoup jouer en isolation et d'avoir beaucoup de ballons. D'en avoir, voilà, il a encore délivré 10 passes décisives ce soir. Bon, les proches de double-double, bon, ce soir, il fait un double-double, mais ce genre de performance, c'est pas rare du côté de Tyrone Wallace. Par contre, de par sa monopolisation du ballon, il en perd finalement que 4 et 11, tu l'as très bien dit, du côté du Paris Basketball en général. Donc c'est-à-dire qu'il y a un ballon qui a mieux tourné face à une équipe qui défensivement a eu quand même du mal, je trouve, Fausse. Bon, de toute façon, il y a qu'à voir le score final, hein, 100 à 97. Il y a eu un jeu, le c'est pas que le ballon a finalement mieux tourné, c'est juste qu'il y avait moins de passes un petit peu, risquées comme on peut parfois, voir du côté du Paris Basketball ou des passes transversales, extrêmement approximatives ou des moments où les joueurs vont absolument pas savoir quoi faire du ballon. Ça arrive encore et ça arrivera encore, on peut pas tout effacer d'un coup, mais c'est plus qu'il y a une simplicité dans le jeu, en plus, voilà, d'une monopolisation du ballon, dans les mains de Tyrone Wallace. Est-ce que c'était la stratégie? Peut-être. Tyrone Wallace, en conférence de presse, l'a dit, hein, c'était un match où il a eu, énormément de ballons, du fait que c'est le seul créateur, hein. Margegic n'a quasiment pas remonté le ballon, bah, du fait qu'il a pas beaucoup joué non plus. Gauthier Denis, c'est pas son rôle, il a un autre rôle et Toupane, on l'a pas vu dans ce rôle qu'il a parfois en ce moment de second porteur de ballon ou de troisième quand Juan Bégarin est là, il était pas là. Donc ils ont préféré peut-être miser sur la simplicité, quitte à épuiser Tyrone Wallace en termes de port de balle. Mais ça a plutôt bien réussi et comme tu l'as dit, hein, 11 pertes de balles, c'est un ratio qu'on voit extrêmement rarement du côté de Paris. Il y a un autre, point sur lequel on peut insister, c'était qu'on avait un duel de style, on va dire, du côté de la raquette parisienne. Tout simplement parce que d'un côté, on avait la pire attaque, de Badi Kelit avec Fos-sur-Mer qui met 75 points par match. Donc, on est sur des totaux vraiment très faibles et puis, quand on voit la défense parisienne, 18e donc 89 points, je crois pas encaissés par match, quelque chose comme ça. Donc on avait cette bataille de style et force est de constater quand même que l'attaque de Fos, même si, je l'ai trouvée assez limitée, dans dans son cahier de jeu, dans les systèmes, dans beaucoup de choses qu'elle a essayé de mettre en place ou pas réussi à mettre en place en tout cas. On a vu quand même, encore une fois, une équipe parisienne qui a
souffert, face à des spécialistes, on va dire, de leur poste. Alors on va parler forcément de Stephen Brown qui fait, un match exceptionnel. Maintenant, bon, c'est un petit meneur. Moi, je sais que j'en parle, assez souvent pour que vous le notiez à chaque match, mais dès qu'on joue un petit meneur, on prend une sauce. Donc, bah, pour le coup, là, bah, la règle a été respectée. Stephen Brown qu'on avait déjà, connu, en tout cas comme adversaire contre Denain en Pro B il y a 3 ans maintenant et bah, ça a pas changé en tout cas l'utilisation de Stephen Brown contre Paris et puis, Très talentueux. ouais, ouais, ouais. Et puis la dimension athlétique de Fos en attaque, que ce soit Afomama, que ce soit, Dokossi. On a vu, notamment Thompson qui a été très bon pour, notamment mettre du mi-distance. Ils ont mis beaucoup de 2 points extérieurs en c'est ça qui m'avait choqué quand j'ai regardé un peu la feuille. Ils sont limite passés plus à l'extérieur qu'à l'intérieur pour marquer à 2 points et la variation en fait de leur profil, heu a énormément gêné Paris et peut-être que tu me diras ce que tu en as pensé de ce duel en fait de mauvais élèves de la Betclic Elite entre la pire attaque et la pire défense. Bah, lequel pour toi a remporté le match? Si on voulait jouer simplement, on dirait Paris, mais bah, Paris a remporté le match, là, on va pas juste jouer sur les chiffres, mais c'est Non, mais le match de l'attaque défense je parle, hein. je dirais Paris sur la fin de match. Parce que Fos avait pourtant très bien commencé en jouant face à la pire défense, de Betclic Elite. Ça se voyait notamment à l'intérieur, le choc athlétique, le choc physique qu'a imposé Fos à Paris. Il y a qu'à le voir notamment dans les statistiques en première mi-temps. En première mi-temps, il y a quand même 10, que je dise pas de bêtises, oui, 19 rebonds côté Fos, 10 côté Paris, 7 rebonds offensifs pour, les joueurs de Rémi Valin. Ça, c'est quand même extrêmement, problématique quand tu veux vraiment défendre ta raquette, de te faire autant trouer, autant avoir sur des deuxièmes chances, sur des deuxièmes rebonds, un rebond offensif et ça devenait vraiment fatigant et le deuxième carton partait sur le même acabit et au final derrière Paris, bah, s'est vraiment, repris par, sous l'influence d'Ismaël Kamagaté en seconde mi-temps qui a été peut-être on en parlera un petit peu davantage après, qui a vraiment insufflé quelque chose, je trouve, à cette équipe parisienne et tu en parlais très bien en off aussi et si Paris s'était pas remis en question, notamment dans ce secteur-là, en plus de la réussite assez affolante, que l'équipe a eue, je pense que Fos aurait pu, pas largement, mais assez plus facilement, s'imposer que Paris. Je trouve que Fos avait pas besoin de forcer davantage, cet aspect-là pour l'emporter, si Paris continuait à faire ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Ils ont vraiment eu du mal. Ils ont été vraiment choqués par, l'athlétisme d'un côté. Quand je vois, bon Dokossi a 14 rebonds, mais, 4 offensifs, donc, il doit avoir les 4 en première mi-temps peut-être, si je dis pas de bêtises et à la fin du match, au final, cet aspect-là du jeu qui a été assez important, je trouve, il est remporté par Paris. Paris a pris plus de rebonds au final que Faust dans une bataille, qui était vraiment, pour le coup, très, 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 très mal engagée. Après offensivement, bah, Paris a fait du Paris et Fos on en a déjà parlé, un petit peu, subi la réussite parisienne. Moi, tu vois, je suis pas totalement d'accord. Je trouve que la défense de Paris se fait manger. Alors il y a un rythme encore élevé, hein, comme d'hab, hein, ça change pas trop, de d'habitude, Fos a tiré 9 tirs de plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire, en moyenne cette saison. Là, ils ont tiré 69 fois, je compte pas les lancers en plus, mais il y a eu pas mal de lancers de part et d'autre. Je crois qu'ils sont à 11 sur 18. Donc ils sont à 60 tirs normalement d'habitude. Donc il y a quand même une différence qui est notable. Mais je trouve que tu t'en sors un peu parce que par l'espèce d'ADN que tu as essayé de créer en début de saison, de on va vivre et mourir par l'attaque. Et là, tu l'emportes, je trouve, grâce à ton attaque parce qu'elle met les tirs. En première mi-temps, tu es devant parce que tu as une grosse adresse à 3 points en premier quart-temps, que tu arrives à plus ou moins tenir sur le fil du match, mais tu as eu 2 gros moments chauds. On va dire, c'était le premier quart-temps et la fin de quatrième où, bah, au moment où ça a compté, en fait, tu as mis tes tirs. Mais je trouve que vraiment la défense de Paris, ils se sont fait bousculer. Tu l'as dans l'impact physique, dans dans au rebond, au rebond, ça s'est équilibré en deuxième mi-temps. Paris a fait beaucoup plus le travail, mais alors la première mi-temps, c'était un carnage.
il y avait 10 rebonds d'écart. Ah, c'était une boucherie. Et en fait, c'est pas forcément sur des rebonds tout cuits ou enfin, c'est à chaque fois, c'est sur la bataille du rebond où tu as un joueur parisien et un joueur de Fos ou plusieurs de chaque côté et la balle est toujours retombée dans les mains, de Fos-sur-Mer. Moi, ça me dérange, et ça me dérange d'autant plus que, tu affrontes la pire attaque, donc ta force et c'est pas faute d'avoir rappelé depuis plusieurs semaines que tu as des top défenseurs de côté de Paris, que ce soit Bégarin certes qui était pas là, mais bah, tu as Axel, Wallace, pas un mauvais défenseur non plus, et cetera. Tu es quand même censé à un bout d'un moment, hem, être capable de shut down une équipe et pas attendre qu'elle soit sans réussite, au tir, comme Strasbourg avait pu l'être il y a 3 mois quand on les avait reçus. Donc moi je trouve la prestation pas belle et peut-être, bah, on va peut-être passer sur le cas de Tyrone si tu avais un autre mot sur le collectif à ajouter. Non, non, tu très bien résumé la situation. Mais je mais je trouve justement que face au manque de joueurs, qu'il y a dans cet effectif parce qu'il y a des blessés, hem, Wallace, il joue 32 minutes, il met 26 points, 6 rebonds, 10 passes, 1 contre, 1 interception, 34 dévals. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire de plus honnêtement? Ah, c'est une vraie question, faut vraiment trouver ce qu'il peut faire de plus parce que, ben, il fait déjà tout, en fait. Il fait déjà tout, je sais pas ce que tu en penses, mais il fait déjà tout. Non, bah, il fait tout, mais et c'est bon, on a un peu l'impression que c'est que c'est lui le système. En attaque. C'est-à-dire le système, alors après, encore une fois, Weaver est pas là, il manque Bégarin qui porte le ballon parfois et cetera. Il manque encore Kyle Holman et tout. Mais là, dans un match où même Chris Goulding, par exemple, était là, bah, il a juste servi de spot-up shooter. Hem, Gauthier Denis un peu plus porté le ballon, mais c'était vraiment très léger et il a juste aussi servi sur du tir dès qu'il était un petit peu ouvert, on lui donnait la balle: «Vas-y shoot mon grand» et Tyrone Wallace pendant 32 minutes, il a le ballon, 32 minutes. Il y a même pas, il a toujours il lance les offensives parisiennes. On va même pas dire qu'il lance des systèmes. Le système, c'est lui, ça va être du pick and roll, ça va être de l'ISO et il fait après, la magie qu'il a envie de faire. Heu, il a une très bonne connexion avec Sims sur la partie. Sims qui fait aussi un très bon match, 26 d'évaluation, donc qu'on peut citer dans les bonnes perfs ce soir. Même si défensivement, bon, on en parle toujours, mais c'est pas fou. En attaque, force est de constater qu'il a une fiabilité folle, mais du côté de Wallace, bah, en fait, s'il a décidé de marquer, il marque. Et que ce soit sur, des mismatchs, que ce soit sur son vis-à-vis, parce que là, il était défendu par Stephen Brown. Il a pris le dessus physiquement. Il est capable de driver, il est capable de marquer à 3 points. Il est capable de se créer son propre tir, que ce soit sur du pull-up. En fait, techniquement, on a l'impression d'avoir un joueur ultra complet, qui est vraiment au-dessus de toute l'équipe et pour moi, vraiment, uniquement, c'est Tyrone Wallace qui a amené la victoire parisienne ce soir. Bah, c'est ça, hein, même, et c'est pas être chauvin ou, de pas être objectif que de dire que Tyrone Wallace est sûrement un des joueurs les plus talentueux du championnat de France de basket. Je pense pas que ça soit un blasphème de dire ça, vu le pédigré du joueur et ce qu'il a été, capable de montrer depuis le début de la saison. D'autant plus avec sa remise en question, on pensait que c'était ça, mais depuis sa blessure et sa rééducation, on va dire complète, puisque là, vraiment, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui fait tout et il y a un peu des fois, il y a de la frustration quand tu dis: «C'est le système». C'est vrai que c'est toujours le système, en isolation qui peut être frustrant parce qu'on dit: «Mais ils vont jamais rien faire d'autre», sauf que derrière, en fait, ça lui donne très souvent raison et ça ramène la victoire et on dit: «C'est le système où il va avoir le shoot» au final parce que oui, évidemment, il shoot beaucoup, il a un gros volume, mais quand tu vois aussi son impact au rebond, son impact, à la création du jeu, parce qu'au-delà d'attaquer en isolation ou de prendre pas mal de tirs, c'est un joueur qui crée beaucoup pour les autres, comme tu l'as dit, de par son alchimie offensive avec Amir Sims notamment. C'en est assez effrayant de se dire que, bah, on l'a déjà vu même cette saison, hein, Holman n'est pas là, Wallace n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu une dépendance, en Wallace
et ça fait pas oublier Holman, mais des fois, tu sais, en ce moment, je sais pas toi, mais on est en train de se dire: «Mais qu'est-ce que ça donnait les 2 ensemble?» Parce qu'on l'a vu et on s'en rappelle, mais on peut se reposer la question tellement Wallace c'est indispensable à cette équipe et c'était pas gagné en début de saison. Bah, après on a appris qu'il était blessé, de dire ça, mais aujourd'hui, sans Wallace, je pense pas que tu gagnes ce match-là et ça retire pas le fait que, comme tu l'as dit, Amir Sims a été très bon, Kamagaté a insufflé quelque chose, Toupane a été efficace, heureusement que Tyrone Wallace est présent. Heureusement que Tyrone Wallace est présent. Je te propose qu'on passe peut-être sur un petit point classement. Euh, et là, on va Avec encore. plaisir. On va chauffer la bête, attention. Non, 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 non. donc là, les Parisiens, avec 27 matchs, ont remporté donc leur 12e victoire de la saison. Si on a un bon souvenir, on se souvient que l'an dernier, Jean-Christophe Prat disait bon, le maintien, c'est 12 victoires. Donc on y est, plus ou moins. Faut dire que cette année, encore une fois, ça va être très serré. Peut-être que, en tout cas, Rémi Valin, lui, pensait que ça va jouer à 13. Donc, très globalement, Paris se retrouve en très bonne position pour le maintien. Maintenant, allez, je vais te la poser quand même la question, j'ai envie d'être joueur. Est-ce qu'il y a moyen de viser plus, Antoine, ou pas? On est toujours trop gourmand, je vais citer un de nos auditeurs qui me l'a dit ce soir. Avec cette victoire-là, Paris prouve en fait qu'il est à sa place et je pense que le Paris Basketball est à sa place. Après, comme je l'ai dit dans le podcast précédent en compagnie de Lilian, c'est que mon avis, il y aura un mea culpa, mais c'est d'un point de vue personnel, j'ai du mal à croire aux playoffs vu ce que Paris a montré, parce que cette victoire-là, elle est pas extrêmement rassurante non plus. Et j'ai du mal à croire en des places, à voir Paris se qualifier dans des places qu'elle n'aura jamais réussi à atteindre, qu'elle a eu l'occasion d'atteindre et qu'elle n'a pas réussi à atteindre parce que, quand je dis, elle, c'est l'équipe, pe de par son irrégularité, bon pour le coup, on parle d'une victoire. Mais j'ai du mal à voir le Paris Basketball, au-delà de la 11e-12e place, comme c'est le cas en ce moment. Paris est vraiment à sa place et c'est pas faire offense à ce groupe-là, ça remet pas en cause tout le système, tout le groupe, tout ça et de ce qui a été montré, j'ai beaucoup de mal, alors que certains y arrivent très bien et grand bien leur face, à voir Paris à chaque victoire, c'est: «Ouais, road to playoff». Non, arrêtez déjà concentrez-vous sur cette victoire-là, tirez-en des conclusions et on verra, mais non, personnellement non, voilà. Ouais, j'avais cru comprendre que c'était pas forcément l'option choisie. Allez, je vais essayer de vous donner un peu de bonnes nouvelles, dirons-nous. Mais après, m'écoutez pas, écoutez quelqu'un qui vous dira oui, c'est toujours plus agréable. Non, mais moi, je vais juste donner des bonnes nouvelles. Ça veut pas dire non plus que je suis en désaccord avec ce que tu vas dire. Alors, Paris est à 12 victoires. La huitième place, qui est celle de Rouen, elle est à 14 victoires, donc il y a 2 victoires d'écart. Il y a 4 victoires maintenant d'écart entre Fos et Paris. Globalement, on peut dire que là, c'est assuré, et puis il reste 7 matchs, hein. Donc 7 matchs, 2 victoires d'écart, moi j'ai envie de me dire, c'est jouable. Encore, en fait, c'est jouable plus que c'est envisageable, parce que tu vas jouer Rouen, justement, huitième. Tu vas jouer Limoges dimanche, qui est à 12 victoires. Donc tu peux déjà prendre le point de bascule et peut-être même prendre le tiebreaker. J'ai plus le score du match aller en tête, Ça veut mais dire que c'est si possible. excuse-moi, je te coupe, c'est-à-dire que si Paris gagne contre Limoges, on refait un podcast. Est-ce que c'est pas la lueur d'espoir vers les playoffs? Mais si, mais tu sais très bien. Alors moi, je vais pas vous mentir, hein, de toute manière, on va faire ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit terminé. Up and Mais, down, mais, un match de basket. mais, mais laisse-moi aller au bout. Il y a Blois aussi à jouer avant la fin de la saison. Il y a Nancy. Et en fait, peut-être, enfin, vu le calendrier, parce que ça, c'est les matchs qui arrivent prochainement. Là, c'est jusqu'au début mai. C'est les matchs qui arrivent. Il y en a qui sont à domicile, notamment Nancy, donc Limoges. Je sais plus Rouen, si on c'était à l'extérieur ou à domicile, j'avoue que j'ai un trou. Et du coup, t'as quand même une matière, en tout C'est à cas. domicile, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est à domicile. Donc là, dans les quatre équipes que tu vas affronter de la deuxième partie de tableau, tu as 3 matchs à domicile. Tu te dis, c'est en tout cas faisable. Je dis pas que Paris va le faire, mais en tout cas, c'est envisageable. Après, derrière, ça va être Bourg en toute fin, en Bourg et Levallois en fin de saison. Moi, c'est là où je vais avoir ma petite réserve, c'est que je ne suis pas sûr qu'en arrivant à la 33e journée, début mai, qu'on arrive à passer ce cap. Maintenant, en tout cas, si tu n'as que 2 victoires de retard, ah, franchement, c'est. En fait, je vois pas.
je comprends, l'idée de dire non et je suis presque de ton avis, en fait. Maintenant, si c'est pas maintenant qu'on y croit, bah, ce sera jamais. Enfin, dans la saison, il y a pas eu un instant où on s'est dit: «On va aller en playoff». Moi, j'ai envie de te dire que Si, même si, si si. Si, si. c'est ta meilleure place de la saison là. Tu es 11e, c'est ta meilleure place de la saison. Donc bah, pour moi, c'est le meilleur moment où tu peux te dire: «Ah, c'est jouable». Je dis pas qu'on joue très bien. Je dis pas qu'avec le calendrier, notamment en Eurocup qui va la le 8e d'Eurocup qui arrive la semaine prochaine, ça va pas être facile. Évidemment, il y a plein de choses, mais en fait, je me dis juste que si il y a un moment pour croire aux playoffs, véritablement, bah, en fait, c'est sur ce mois d'avril, c'est sur ce push que tu peux le faire et vous m'avez largement entendu plus tôt dans la saison dire: «Eh, on les fera pas, on les fera pas». Là, maintenant, tu as ton destin entre tes mains parce que tu es globalement détaché du maintien, détaché des équipes qui, vont se battre logiquement pour la fin de saison pour, ne pas être dans les 2 derniers. Eh, vas-y, maintenant, c'est bon, faut lâcher les chevaux et faut y aller et peut-être que ce groupe peut le faire. En tout cas, même si on l'a pas forcément vu, il y a toujours la possibilité. Encore une fois, s'ils le font pas, il y aura rien de très surprenant par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, mais je trouve que c'est le moment d'y croire. Sauf si tu as un mot, Antoine, je te propose qu'on coupe, ce podcast. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Eh bien, on va boucler, on va parler des espoirs juste avant de finir. Les espoirs qui se sont inclinés en fin d'après-midi, donc contre les espoirs de Fos-sur-Mer, défaite 79-93. Alors, il y avait Maël Crespin qui a encore fait une bonne performance avec 22 points et 5 rebonds, 15 dévals. 13 évaluations pour un Kienoa Loya un peu plus discret. Mohamed Diawara qui n'a pas joué ce match parce qu'il était préservé pour le match des pros. C'est vraiment bien joué de la part du coaching staff parce qu'il a joué exactement 1 minute pour les pros ce soir, donc c'est vraiment du gâchis. Je suis un peu dégoûté qu'il ne puisse pas se montrer en espoir si c'est pour le faire jouer aussi peu en pro derrière. Le calendrier qui arrive, bon, vous vous en doutez un petit peu, ça va être le match événement à Bercy ce dimanche 9 avril contre Limoges. Donc, match hyper important en plus que pour le classement et donc pour le club en termes d'image, etc. Et puis bah, le 12 avril à 18h, le déplacement en Lituanie à Lietkabelis pour le huitième de finale d'Eurocup. Match évidemment hyper important pour la suite et on vous prépare une petite surprise. On communiquera ça très bientôt, mais en tout cas, il y a une petite surprise qui se prépare et, on, et vous en saurez un peu plus d'ici C'est un. Destin Sleva? Non, On s'est déjà fait ça. il y a pas de Dustin Sleva, ni Dustin Sleva avec Paris, Pardon. ni en Eurocup. Vous inquiétez pas là-dessus. On va pas refaire le coup de Dustin, mais en tout cas, voilà. Petite surprise qui arrive. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour Twitter, c'est @parisb-8onair. Pour Facebook et Instagram, c'est @parisbasketballonair. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des étoiles sur vos applis de podcast, des j'aime sur YouTube pour référencer encore mieux l'émission et la faire partager à tous et à ceux qui aiment le basket et le basket français. Et puis donc, on va se retrouver dimanche soir, nous, pour le débrief de Paris-Limoges à Bercy. Et puis après, plus tard, pour d'autres contenus. Merci de nous suivre et à très bientôt. Salut!